Lors d'une réunion de famille pour célébrer l'anniversaire de notre fille, ma fille de 8 ans portait une belle robe neuve que je lui avais achetée. Ma nièce gâtée l'a vue et s'est mise à hurler « Je veux cette robe tout de suite. Donne-la moi. » Ma fille a poliment refusé, c'est ma robe d'anniversaire. Ma belle-mère a soudainement attrapé mon enfant et lui a violemment arraché la robe du corps, en grognant « Si elle ne peut pas l'avoir, toi non plus, petite ingrate égoïste. » Ma belle-sœur a gloussé « Tu ferais mieux de surveiller ta fille gâtée avant que quelqu'un d'autre ne le fasse pour toi. » Toute la famille a commencé à rire, à pleurer et à enregistrer ma fille en sanglots sur leur téléphone pour se divertir. Je me suis précipité vers mon enfant terrifié et l'ai emmené en sécurité à l'intérieur. Ce que j'ai fait ensuite a complètement ruiné leur vie. Je m'appelle Elena, et je dois vous raconter le jour qui a tout changé, le jour où ma famille a montré son vrai visage, et le jour où j'ai décidé que j'en avais assez de leur comportement toxique une fois pour toutes. C'était censé être un après-midi de juin parfait. Ma fille Nora venait d'avoir 8 ans, et nous célébrions cela chez mes ex-beaux-parents en même temps que le 9e anniversaire de ma nièce Chloé. J'avais passé des semaines à organiser, voulant que tout soit spécial pour Nora. Elle a toujours été une enfant si douce et attentionnée, et après les 2 années difficiles que nous avions traversées suite à mon divorce avec Derek 2 ans auparavant, je voulais rendre son anniversaire magique. J'avais acheté à Nora la plus belle robe pour l'occasion, une robe lavande fluide avec de délicates fleurs brodées le long de l'ourlet. À $150, elle coûtait plus cher que ce que je dépense habituellement en vêtements, mais voir son visage s'illuminer quand elle l'a essayé en valait chaque centime. Elle a tournoyé devant le miroir, en riant en voyant la jupe s'évaser autour d'elle, et a déclaré que c'était la plus jolie robe du monde entier. La fête se déroulait dans le jardin de Marsha, mon ex-belle-mère. Malgré mon divorce avec son fils Derek, elle avait insisté pour maintenir une relation avec Nora, ce que j'avais initialement apprécié, ou du moins je le pensais. Marsha a toujours été un peu autoritaire, avec des opinions bien arrêtées sur la façon dont les choses devraient être faites, mais j'ai essayé de l'ignorer pour le bien de Nora. Ma belle-sœur, Allison, était là avec sa fille Chloé, et dès notre arrivée, j'ai senti la tension familière. Allison a toujours été jalouse de tout ce qui arrivait de bien à Nora ou à moi. Quand j'avais obtenu une promotion au travail, elle avait fait des commentaires désobligeants sur le fait que certaines personnes ont de la chance. Quand Nora avait gagné le concours d'art de l'école, Allison avait murmuré quelque chose sur les professeurs qui avaient des favoris. Chloé était le mini-moi d'Allison à tous les niveaux, gâtée, exigeante et habituée à obtenir tout ce qu'elle voulait. À 9 ans, elle avait déjà les compétences de manipulation d'une personne du double de son âge, avec des larmes de crocodile qui pouvaient apparaître sur commande dès qu'elle n'obtenait pas ce qu'elle voulait. La fête a commencé assez bien. Les filles jouaient dans le jardin pendant que les adultes étaient assis sur la terrasse à regarder et à bavarder. Nora était absolument radieuse dans sa nouvelle robe, sa confiance rayonnait pendant qu'elle jouait avec les autres enfants. Je l'ai surprise à plusieurs reprises en train de lisser sa jupe, clairement fière de son apparence. C'est alors que Chloé a remarqué la robe. « J'aime cette robe », a annoncé Chloé à haute voix, en pointant Nora du doigt. « Elle est jolie. »« Merci », a répondu Nora gentiment. Ma maman l'a achetée pour mon anniversaire. L'expression de Chloé a changé instantanément. J'avais déjà vu ce regard, la lueur calculatrice qui apparaissait à chaque fois qu'elle voulait quelque chose. Elle a marché vers Nora, sa voix s'élevant au ton génial qu'elle utilisait quand elle voulait manipuler les adultes. « Je veux cette robe », a déclaré Chloé. « Je la veux tout de suite. Donne-la-moi. » Nora avait l'air confuse et un peu effrayée par cette agression soudaine. « C'est ma robe d'anniversaire », a-t-elle dit poliment mais fermement. « Ma maman l'a achetée spécialement pour moi. Je m'en fiche. » La voix de Chloé est montée d'un cran jusqu'à devenir un cri à part entière. « Je la veux. Je veux cette robe tout de suite. Donne-la-moi. » Toute la fête s'est arrêtée. Toute conversation a cessé alors que tout le monde s'est tourné pour regarder la scène qui se déroulait. J'ai commencé à me lever de ma chaise, mais avant que je puisse faire un pas, quelque chose d'horrible s'est produit. Marsha, ma belle-mère, s'est soudainement levée et s'est dirigée vers les filles. Sans prévenir, elle a attrapé Nora par les épaules et l'a tirée vers elle. Nora a crié de surprise et de peur, mais Marsha ne s'est pas arrêtée là. « Si elle ne peut pas l'avoir, toi non plus, petite ingrate égoïste », a grogné Marsha, le visage déformé par la colère. Avant que je puisse comprendre ce qui se passait, elle avait attrapé les épaules de la robe de Nora et avait commencé à tirer dessus violemment. Le bruit du tissu qui se déchire a rempli l'air alors que Marsha déchirait la robe. Nora a crié de terreur et de douleur alors que le tissu se déchirait,
exposant ses épaules et ses bras. Marsha a continué à tirer sur la robe déchirée jusqu'à ce que de grands morceaux pendent en lambeaux. Nora est restée là à pleurer hystériquement, essayant de tenir les morceaux de tissu restants contre elle tout en couvrant sa peau exposée avec ses bras. La belle robe lavande était détruite, suspendue en lambeaux autour de sa petite silhouette. J'ai été figé sous le choc pendant une fraction de seconde, incapable de croire ce dont j'étais témoin. Puis la voix d'Allison a fendu l'air comme un couteau. « Ah! Tu ferais mieux de surveiller ta fille gâtée avant que quelqu'un d'autre ne le fasse pour toi. » Allison a gloussé, frappant réellement des mains avec joie. C'est alors que j'ai remarqué le pire. Plusieurs membres de la famille avaient sorti leur téléphone et enregistré l'humiliation de Nora. Ils riaient vraiment, alors que ma fille de 8 ans se tenait là presque nue, pleurant hystériquement et essayant de se couvrir. Le cousin de Derek, Grant, tenait son téléphone en l'air, souriant en filmant. « Ça va directement sur les réseaux sociaux », a-t-il ri. Brady. La gamine a ce qu'elle mérite. La sœur de Marsha, Clark, enregistrait aussi, faisant des commentaires cruels. C'est ce qui arrive quand les parents n'apprennent pas à leurs enfants à partager, a-t-elle dit à haute voix pour la vidéo. Même mon ancien beau-frère, Ronald, filmait, encourageant Chloé à poser à côté de Nora en pleurs. Dites cheese, les filles. C'est hilarant. Le son des sanglots terrifiés de Nora m'a tiré de mon choc. Une rage maternelle pure m'a envahi alors que je réalisais ce que ces monstres, mon ancienne famille, avaient fait à mon enfant innocent. J'ai couru vers Nora, la serrant dans mes bras et la tenant contre ma poitrine. Elle s'est accrochée à moi, son petit corps tremblant de sanglots, en murmurant « Maman, pourquoi ont-ils fait ça? Pourquoi ont-ils été si méchants? Tout va bien, bébé ?» ai-je murmuré, bien que ma voix tremblait de fureur. Maman est là. Tout va bien se passer. J'ai pris une nappe sur une table voisine et l'ai enroulée autour de Nora, puis je l'ai emmenée dans la maison loin de ces horribles personnes. Derrière moi, je pouvais encore les entendre rire et faire des blagues sur ce qui venait de se passer. Dans la salle de bain des invités de Marsha, j'ai tenu Nora pendant qu'elle pleurait, ses larmes chaudes trempant ma chemise. J'ai essayé de la réconforter, mais à l'intérieur, je planifiais. Ces gens avaient franchi une ligne qui ne pourrait jamais être effacée. Ils avaient humilié et traumatisé un enfant innocent pour leur propre divertissement, et ils allaient payer. Maman, a octé Nora entre deux sanglots, ai-je fait quelque chose de mal? Pourquoi grand-mère Marsha m'a fait mal? Mon cœur s'est brisé en 1000 morceaux. Non, ma chérie, ai-je dit fermement. Tu n'as absolument rien fait de mal. Certaines personnes sont juste très malades, et elles blessent les autres parce qu'elles sont brisées à l'intérieur. Mais je te promets que cela ne se reproduira plus jamais. Après que Nora se soit suffisamment calmée, j'ai trouvé un vieux t-shirt de Derek dans un tiroir et je l'ai aidé à le mettre. Il était énorme pour elle, mais il la couvrait. J'ai appelé ma meilleure amie Lisa pour qu'elle vienne nous chercher. Il n'était pas question que je retourne affronter ces monstres. Pendant que nous attendions Lisa, je me suis assise dans la salle de bain avec Nora et j'ai pris une décision. Ces gens pensaient pouvoir humilier mon enfant et s'en tirer. Ils pensaient pouvoir enregistrer son traumatisme et en rire. Ils étaient sur le point d'apprendre à quel point ils avaient tort. Pendant le week-end, j'ai à peine dormi. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais le visage terrifié de Nora et j'entendais ses pleurs. Elle faisait aussi des cauchemars, se réveillant en hurlant à cause de personnes méchantes qui essayaient de lui faire du mal. Je la serrais fort chaque nuit, lui promettant que maman allait arranger tout cela, mais à l'intérieur, je brûlais de rage. J'ai passé des heures à faire des recherches sur tout ce que je pouvais concernant les lois sur les agressions, les lois sur la protection de l'enfance et la législation sur la cyberintimidation. J'ai fait des listes de tous ceux qui étaient là, de tous ceux qui avaient participé et de tous ceux qui avaient enregistré ou partagé les vidéos. J'ai fait des captures d'écran de tous les messages sur les réseaux sociaux avant qu'ils ne puissent être supprimés, en les enregistrant tous dans un dossier cloud sécurisé. Le dimanche soir, un plan complet se formait dans mon esprit. Ces gens avaient fait la plus grande erreur de leur vie lorsqu'ils avaient décidé de s'en prendre à mon enfant. La première chose que j'ai faite a été d'appeler mon avocat, Robert Chen, dès le lundi matin. J'avais travaillé avec lui pendant mon divorce, et il était intelligent, intrépide et ne tolérait pas les bêtises. Elena, a-t-il dit après que j'ai expliqué ce qui s'était passé, ce que vous décrivez pourrait constituer plusieurs crimes, agression sur mineurs, humiliation publique, voire maltraitance infantile. Et s'ils ont publié ces vidéos en ligne, nous pourrions envisager une diffusion de contenu d'exploitation impliquant un mineur. Je veux porter plainte,
ai-je dit fermement. Contre tous. Chaque personne qui a participé. Nous aurons besoin de preuves, a averti Robert. Avez-vous des preuves de ce qui s'est passé? J'ai souri d'un air sombre. Ils l'ont enregistré eux-mêmes. Plusieurs personnes. Je suis sûr qu'au moins certaines de ces vidéos sont déjà en ligne. Et j'avais raison. Quelques heures après la fête, Grant avait publié sa vidéo sur Facebook avec la légende suivante, une gosse gâtée apprend une leçon sur le partage. Clark l'avait partagé sur Instagram avec des émojis rieurs. Allison l'avait envoyé à divers groupes WhatsApp familiaux avec des commentaires sur « les enfants gâtés qui reçoivent ce qu'ils méritent ». Ils avaient littéralement créé une piste de preuves numériques de leur propre crime. Les yeux de Robert se sont illuminés quand je lui ai montré les publications. « C'est en fait parfait pour nous », a-t-il dit. Ils ont juste documenté leur propre comportement criminel et l'ont partagé publiquement. Cela rend notre affaire incroyablement solide. Nous avons déposé des rapports de police pour agression, mise en danger d'enfants et harcèlement. Nous avons également déposé des rapports auprès des services de protection de l'enfance concernant les adultes qui avaient participé à l'abus et à l'humiliation d'une mineure. De plus, nous avons envoyé des lettres de mise en demeure à tous ceux qui avaient partagé les vidéos, exigeant qu'ils les retirent immédiatement sous peine de poursuites judiciaires. Les jours suivants ont été un tourbillon d'activités. J'ai emmené Nora voir le Dr Williams, un pédopsychologue spécialisé dans les traumatismes. L'évaluation était déchirante mais nécessaire. Nora s'est effondrée à plusieurs reprises pendant la séance, décrivant à quel point elle avait eu peur et avait été confuse lorsque Marsha l'avait attrapée. « Maman, pourquoi grand-mère Marsha détestait-elle autant ma robe ?» demanda Nora en larmes. « Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal en la portant ?» Le docteur Williams a tout documenté soigneusement, notant les comportements régressifs, les troubles du sommeil et l'attachement accru de Nora. Cet enfant a été gravement traumatisé, m'a-t-elle dit en privé. L'agression elle-même était déjà assez grave, mais l'humiliation publique et le fait qu'elle ait été enregistrée ont considérablement amplifié les dommages psychologiques. J'ai également emmené Nora chez notre médecin de famille pour documenter toute preuve physique de l'agression. Il y avait de petites ecchymoses sur ses bras où Marsha l'avait attrapée, et le docteur Martinez les a soigneusement photographiés pour notre documentation juridique. Pendant ce temps, je surveillais les médias sociaux de manière obsessionnelle. Les vidéos se répandaient comme une traînée de poudre. Allison l'avait partagé dans plusieurs groupes Facebook avec des légendes comme « Une gosse gâtée prend une leçon de réalité » et « Voilà ce qui arrive quand les parents n'apprennent pas aux enfants à partager ». Grant l'avait posté sur TikTok avec des hashtags tendances, essayant de la rendre virale pour toutes les mauvaises raisons. Mais quelque chose d'inattendu se produisait. Alors que certaines personnes riaient avec les commentaires cruels de la famille, beaucoup d'autres exprimaient leur horreur et leur indignation face à ce qu'elles voyaient. Des commentaires ont commencé à affluer, condamnant le comportement des adultes. « C'est de la maltraitance infantile, ce n'est pas drôle », a écrit une personne sur le TikTok de Grant. Cette pauvre petite fille. Comment des adultes peuvent-ils penser que c'est normal, a commenté une autre personne sur la publication Facebook d'Allison. Quelqu'un doit appeler la protection de l'enfance pour ces monstres, a écrit quelqu'un d'autre. L'opinion publique se retournait contre eux, et ils ne s'en rendaient même pas compte. Ils étaient tellement pris dans leur moment de cruauté qu'ils ne pouvaient pas voir à quel point cela se passait mal avec les gens normaux qui avaient une conscience fonctionnelle. J'ai fait des captures d'écran de chaque commentaire, de chaque partage, de chaque réaction. Je construisais un dossier de preuves numériques complet qui montrerait exactement à quel point leur cruauté s'était répandue et combien d'humiliations supplémentaires ils avaient intentionnellement causées à Nora. Mais je ne me contentais pas de compter sur le système juridique. Je voulais comprendre exactement à qui j'avais affaire, et je soupçonnais que ces personnes avaient plus de squelettes dans leur placard que leur propension à la maltraitance infantile. C'est alors que j'ai décidé d'engager un détective privé nommé Marcus Webb pour enquêter sur les antécédents de chaque membre de la famille. Ce qu'il a trouvé était une mine d'informations qui s'avérerait très utile. Marsha, il s'est avéré, percevait des allocations d'invalidité tout en exploitant une entreprise de traiteurs au noir. Elle faisait ça depuis des années, collectant des milliers de dollars en paiement frauduleux tout en omettant de déclarer ses revenus. Allison fraudait massivement ses impôts. Elle avait inscrit des dépenses personnelles comme des déductions d'entreprise pour sa société de conseil qui n'existait que sur papier. Elle avait déclaré de faux dons de bienfaisance, de faux voyages d'affaires et même de fausses dépenses de personnel. Grant exploitait un jeu de hasard illégal dans son garage, prenant des paris sur des événements sportifs et gardant les profits non déclarés. Il vendait aussi de la marijuana sans licence appropriée,
pensant être malin en le faisant via les médias sociaux. Ronald avait plusieurs mandats d'arrêt en suspens pour pension alimentaire impayée de 2 relations précédentes différentes. Il avait caché des actifs et des revenus pour éviter ses obligations tout en postant des photos de vacances coûteuses et de voitures neuves sur les médias sociaux. Clark était impliqué dans un stratagème élaboré de fraude à l'assurance, déposant de fausses réclamations pour des bijoux et des appareils électroniques qui n'avaient jamais été volés. Elle avait fait cela à plusieurs reprises auprès de différentes compagnies d'assurance. Marcus était un ancien détective de police qui dirigeait maintenant son propre cabinet d'enquête, et il était minutieux d'une manière qui m'a même impressionné. En une semaine, il avait compilé des dossiers détaillés sur chaque membre de la famille qui se lisait comme une collection des plus grands succès d'un criminel. Ces gens se sont fait discrets pendant des années, a expliqué Marcus en posant les dossiers sur son bureau, mais ils sont devenus négligents, surtout avec les médias sociaux. Ils documentent en gros leurs propres crimes en ligne. Le dossier de Marsha était particulièrement accablant. Non seulement elle percevait frauduleusement des allocations d'invalidité tout en exploitant une entreprise au noir, mais elle le faisait depuis plus de 6 ans. Marcus avait trouvé la publicité de son entreprise sur des groupes Facebook locaux, offrant des services de traiteur pour des fêtes et des événements. Elle avait toute une liste de clients et gagnait des milliers de dollars par mois qu'elle ne déclarait pas à la sécurité sociale ni à l'IRS. Elle a posté des photos de gâteaux élaborés et de buffets sur sa page Facebook personnelle, m'a montré Marcus, tout en affirmant qu'elle est trop handicapée pour travailler. Elle a même posté des photos d'elle soulevant du matériel de traiteur lourd et se tenant debout pendant des heures lors d'événements. Les paiements d'invalidité à eux seuls totalisaient plus de 120 000 dollars en prestations frauduleuses sur la période de 6 ans, sans compter les revenus de traiteur non déclarés d'environ 80 000 dollars. La fraude fiscale d'Allison était vaste et systématique. Marcus avait trouvé la preuve qu'elle avait déclaré ses vacances familiales comme des voyages d'affaires, déduisant les frais de scolarité de l'école privée de ses enfants comme des dépenses de conseil pédagogique, et déclarant même les rénovations de sa maison comme des améliorations de bureaux pour une société de conseil qui n'existait que sur papier. Elle fait ça depuis au moins 8 ans, a expliqué Marcus. Le montant total des déductions frauduleuses et des revenus non déclarés est probablement proche de 650 000 dollars. Avec les pénalités et les intérêts standards de l'IRS sur cette période, elle risque de devoir bien plus d'1 million de dollars. L'IRS va être très intéressé par ces informations. L'opération de jeu illégal de Grant était plus importante que ce que j'avais initialement pensé. Il ne se contentait pas de prendre de petits paris auprès d'amis, il exploitait une opération sophistiquée de bookmaker avec des dizaines de clients réguliers. Marcus avait des preuves de bordereau de paris, de relevés de paiement et même d'enregistrements de Grant discutant des côtes et prenant des paris au téléphone. Il a aussi vendu de la marijuana et de la cocaïne, a ajouté Marcus, pas en grande quantité, mais suffisamment pour être considéré comme de la distribution plutôt que pour un usage personnel. Il a fait de la publicité sur des applications de messagerie cryptée, mais il est négligent en matière de sécurité opérationnelle. L'évasion de pension alimentaire de Ronald était encore plus importante que ce que j'avais soupçonné. Il devait de l'argent à 3 femmes différentes pour 4 enfants différents. Il avait systématiquement dissimulé des revenus en effectuant des travaux au noir, en plaçant des actifs au nom d'autres personnes et même en déposant de fausses demandes d'invalidité pour éviter la saisie-arrêt. Il doit actuellement plus de 220 000 dollars en pension alimentaire impayée, a révélé Marcus, et il s'en est vanté sur les médias sociaux, en postant des photos d'achats coûteux tout en affirmant qu'il ne peut pas se permettre de payer la pension alimentaire. Le tribunal de la famille va adorer voir ces publications. Le stratagème de fraude à l'assurance de Clark était élaboré et durait depuis plus de 8 ans. Elle avait déposé de fausses réclamations auprès de plusieurs compagnies d'assurance pour des bijoux et des appareils électroniques supposés volés, et avait même déclaré un faux cambriolage à son domicile. Marcus avait trouvé la preuve que les articles volés étaient en fait en sa possession ou avaient été vendus en ligne. Elle a perçu plus de 380 000 dollars en paiement frauduleux au fil des ans, a déclaré Marcus, et elle a été assez négligente pour vendre certains des articles prétendument volés sur eBay et Facebook Marketplace, en utilisant son vrai nom et des photos qui montrent sa maison en arrière-plan. Mais Marcus avait trouvé quelque chose d'encore plus troublant, plusieurs de ses membres de la famille avaient des antécédents d'intimidation et de comportements inappropriés qui allaient au-delà de ce qu'ils avaient fait à Nora. On avait demandé à Marsha de quitter des postes de bénévolat dans 2 écoles différentes après des incidents impliquant un comportement trop agressif envers les enfants. Allison avait été impliquée dans plusieurs conflits avec d'autres parents, y compris un incident où elle avait été arrêtée pour voie de fait après avoir confronté physiquement une autre mère lors d'un événement scolaire. Grant avait été renvoyé d'un poste d'entraîneur de jeunes il y a des années après que des parents se soient plaints de son comportement inapproprié et de son tempérament explosif autour des enfants.
Ces gens ont un modèle, a conclu Marcus. Nora n'a pas été leur première victime. Ils intimident et maltraitent des gens depuis des années. Ils ont juste été assez prudents pour éviter des conséquences graves jusqu'à présent. Armé de ces informations, j'avais l'impression de tenir une arme nucléaire. Ces gens avaient pensé qu'ils pouvaient humilier mon enfant et s'en tirer parce qu'ils s'en étaient tirés avec tellement de choses pendant si longtemps. Ils étaient sur le point d'apprendre que leur chance était finalement épuisée. Mais avant de déchaîner ces informations sur les autorités compétentes, je voulais donner à Nora une chance de comprendre ce qui s'était passé et de commencer à guérir. Nous avons passé les jours suivants ensemble, juste nous deux, à faire des choses qu'elle aimait. Nous sommes allés au zoo, avons mangé de la crème glacée au petit déjeuner et avons regardé ses films préférés. Je voulais qu'elle se sente en sécurité et aimée avant que la tempête que j'allais déclencher ne complique davantage les choses. Maman, a dit Nora un soir alors que je l'abordais, est-ce que ces méchants vont s'excuser pour ce qu'ils ont fait? J'ai lissé ses cheveux et j'ai choisi mes mots avec soin. Ils vont subir les conséquences de leurs actes, ma chérie. Parfois, quand les gens font de très mauvaises choses, ils doivent faire face à la justice. Cela signifie qu'ils pourraient avoir des ennuis avec la police et les tribunaux. Nora a hoché la tête solennellement. Bien. Ils ont été très méchants avec moi, et ils m'ont fait pleurer. J'espère qu'ils apprendront à être plus gentils avec les petits-enfants. Si seulement elle savait ce qui les attendait. Au cours des semaines suivantes, j'ai commencé à mettre en œuvre mon plan systématiquement. Tout d'abord, je me suis concentré sur l'enquête sur leurs activités illégales par les autorités compétentes. Armé des preuves complètes de Marcus, j'ai contacté la ligne d'assistance téléphonique sur la fraude à l'IRS et je leur ai fourni une documentation détaillée sur la fraude fiscale d'Allison, y compris des photos de ses publications sur les médias sociaux concernant des voyages d'affaires qui étaient clairement des vacances en famille, des reçus pour des dépenses personnelles qu'elle avait déclarées comme des déductions d'entreprise, et la preuve que sa société de conseil était complètement fictive. L'agent de l'IRS à qui j'ai parlé était très intéressé par les informations que j'ai fournies. Les cas de fraude fiscale avec ce niveau de documentation sont relativement rares, m'a-t-elle dit. Habituellement, nous devons monter le dossier à partir de zéro, mais vous avez essentiellement fait le travail d'enquête pour nous. Cela entraînera certainement une enquête criminelle. J'ai signalé la fraude à l'invalidité de Marsha à la ligne d'assistance téléphonique sur la fraude de la sécurité sociale au bureau de l'inspecteur général. Je leur ai fourni des photos de ses médias sociaux la montrant en train d'effectuer un travail physique qu'elle prétendait ne pas pouvoir faire, du matériel publicitaire pour son entreprise de traiteur, des témoignages de clients et des dossiers financiers que Marcus avait obtenus montrant ses revenus non déclarés. L'enquêteur de la SSA a été tout aussi impressionné par la documentation. C'est l'un des cas de fraude à l'invalidité les plus clairs que j'ai vus, m'a-t-il dit. La preuve des médias sociaux à elle seule est accablante, mais combinée au dossier financier, cela entraînera des accusations criminelles et une restitution complète. J'ai informé la police locale de l'opération de jeu et de la vente de drogue de Grant, en leur fournissant des captures d'écran de ses publicités, des enregistrements de lui discutant d'activités illégales et des déclarations de témoins que Marcus avait recueillies auprès de certains de ses clients qui étaient disposés à coopérer. Le détective qui a pris mon rapport était particulièrement intéressé par les accusations de distribution de drogue. Nous essayons de monter un dossier contre ce type depuis des mois, a-t-il admis. Votre enquêteur a trouvé des preuves que nous n'avions pas pu obtenir. Cela entraînera de graves accusations de crime. J'ai contacté le bureau du procureur général de l'État au sujet de l'évasion de pension alimentaire de Ronald, en leur fournissant la preuve de ses actifs cachés, de ses revenus non déclarés et des publications sur les médias sociaux se vantant d'éviter ses obligations. J'ai également contacté directement les mères de ses enfants, en m'assurant qu'elles avaient accès à toutes les preuves que Marcus avait recueillies. L'une des mères, Angela, était particulièrement reconnaissante. J'essaie d'obtenir une pension alimentaire de sa part depuis 9 ans, m'a-t-elle dit. Il prétend toujours qu'il est fauché, mais ensuite il poste des photos de nouvelles motos et de vacances coûteuses. Merci de m'avoir donné les preuves dont j'ai besoin pour enfin le faire payer. J'ai signalé la fraude à l'assurance de Clark au National Insurance Crime Bureau, à la State Insurance Fraud Division et à chacune des compagnies d'assurance qu'elle avait fraudées. La preuve que Marcus avait recueillie était accablante, y compris des copies de ses faux rapports de police, des annonces eBay pour des articles qu'elle avait prétendu avoir été volés et des documents montrant qu'elle possédait toujours de nombreux articles prétendument volés. L'enquêteur sur la fraude à l'assurance a été stupéfait par l'exhaustivité de la preuve. Nous voyons beaucoup de cas de fraude à l'assurance, mais rarement nous recevons ce niveau de documentation sur un plateau d'argent, a-t-il dit.
Cette femme risque de graves accusations criminelles et une restitution complète à plusieurs compagnies d'assurance. Mais les rapports criminels n'étaient que la première partie de mon plan de vengeance. J'ai contacté l'IRS au sujet de la fraude fiscale d'Allison, en leur fournissant une documentation détaillée sur ses fausses déductions et ses revenus non déclarés. La fraude fiscale n'est pas prise à la légère, et Allison risquait de lourdes amendes et une peine de prison potentielle. J'ai signalé la fraude à l'invalidité de Marsha à la Sécurité sociale et à la State Fraud Hotline. La fraude à l'invalidité est un crime fédéral, et Marsha devrait non seulement rembourser tout ce qu'elle avait frauduleusement perçu, mais pourrait également encourir jusqu'à 5 ans de prison. J'ai informé la police locale de l'opération de jeu et de la vente de drogues illégales de Grant. Je leur ai fourni des captures d'écran de ses publications sur les médias sociaux faisant la promotion des deux activités, ainsi que des déclarations de témoins que Marcus avait recueillies auprès de certains de ses clients. J'ai contacté le bureau du procureur général de l'État au sujet de l'évasion de pensions alimentaires de Ronald, en leur fournissant la preuve de ses actifs et revenus cachés. J'ai également appelé les mères de ses enfants pour m'assurer qu'elles savaient comment engager une action en justice contre lui. J'ai signalé la fraude à l'assurance de Clark à plusieurs organismes, dont le National Insurance Crime Bureau et la State Insurance Fraud Division. La fraude à l'assurance est une affaire sérieuse, et Clark était sur le point de découvrir à quel point elle est prise au sérieux. Mais les rapports criminels n'étaient que la première partie de mon plan de vengeance. J'ai également commencé à tout documenter pour des poursuites civiles. Le traumatisme émotionnel que Nora avait subi allait leur coûter très cher en dommages-intérêts. Je l'ai fait voir par un pédopsychologue qui a documenté les effets durables de l'incident. Nora faisait des cauchemars, des crises d'angoisse et avait développé une peur des réunions de famille et des situations sociales. Les dommages psychologiques causés par cet incident sont importants. Le Dr Williams, le thérapeute de Nora, a écrit dans son rapport « L'enfant a développé des symptômes compatibles avec un trouble de stress post-traumatique, notamment des souvenirs intrusifs, des comportements d'évitement et une hypervigilance dans les situations sociales. Ce traumatisme nécessitera une thérapie intensive pour être traité. Cette documentation serait cruciale pour les poursuites civiles que je prévoyais d'intenter pour détresse émotionnelle, agression et infliction intentionnelle de détresse émotionnelle. En attendant le début des enquêtes criminelles, j'ai commencé la deuxième phase de mon plan, détruire leur réputation sociale et professionnelle. Je ne me contentais pas d'attendre que le système juridique fasse opérer sa lente magie. Je voulais des conséquences immédiates pour ce qu'ils avaient fait à Nora. J'ai créé une présentation complète documentant tout ce qui s'était passé à la fête, avec les vidéos qu'ils avaient postées eux-mêmes, des captures d'écran de leurs commentaires cruels et le rapport du Dr Williams sur le traumatisme psychologique de Nora. J'ai ensuite commencé à partager cette présentation avec toutes les organisations et institutions auxquelles ces personnes étaient liées. J'ai envoyé la présentation à l'église de Marsha, où elle était active dans l'auxiliaire des dames et faisait souvent du bénévolat dans les programmes pour enfants. Le pasteur a été horrifié quand il a vu la vidéo de Marsha agressant Nora et l'a immédiatement retirée de tous les postes de bénévolat impliquant des enfants. Le conseil de l'église s'est réuni et a voté pour demander à Marsha de trouver une autre congrégation. Nous ne pouvons pas avoir quelqu'un qui agresserait un enfant représentant notre église à quelque titre que ce soit, m'a dit le pasteur lorsqu'il m'a appelé pour me remercier de lui avoir signalé cela. Ce comportement est totalement contraire à nos valeurs et à nos enseignements. J'ai partagé la documentation avec l'employeur d'Allison, une entreprise de marketing locale où elle travaillait comme directrice de clientèle senior. Son patron a été consterné quand il a vu le comportement d'Allison dans les vidéos et ses commentaires cruels sur les réseaux sociaux encourageant la maltraitance d'un enfant. Ce genre de comportement a une incidence terrible sur notre entreprise, m'a dit son patron. Nous ne pouvons pas avoir des clients qui voient nos employés participer à la maltraitance d'enfants et penser que cela représente nos valeurs. L'emploi d'Allison chez nous a été résilié, avec effet immédiat. J'ai tout envoyé au district scolaire où Grant travaillait comme enseignant suppléant et entraîneur. La surintendante a été choquée quand elle a vu les preuves que Grant filmait et partageait l'humiliation d'un enfant pour se divertir. Nous avons une politique de tolérance zéro pour tout comportement susceptible de nuire aux enfants, a expliqué la surintendante. Monsieur Grant a été banni de façon permanente de toutes les propriétés du district scolaire et retiré de notre liste d'enseignants suppléants. Nous signalons également cela au département de l'éducation de l'État afin qu'il ne puisse pas enseigner ailleurs dans l'État. J'ai contacté le syndicat de Ronald, où il était délégué d'atelier. Les dirigeants syndicaux ont été dégoûtés quand ils ont vu sa participation à la maltraitance de Nora et son importante évasion de pensions alimentaires pour enfants. Un dirigeant syndical qui ne subviendra pas aux besoins de ses propres enfants et qui participe à la maltraitance des enfants d'autrui ne représente pas nos valeurs,
m'a dit le président du syndicat. Ronald a été démis de tous ses postes de direction et fait l'objet de mesures disciplinaires. J'ai partagé les informations avec l'association de propriétaires de Clark, dont elle était présidente du conseil d'administration. Les autres membres du conseil d'administration ont été horrifiés par son comportement et son vaste stratagème de fraude à l'assurance. Nous ne pouvons pas avoir quelqu'un faisant face à des accusations criminelles pour fraude à l'assurance représentant notre communauté, m'a dit un membre du conseil d'administration. Clark a été destitué du conseil d'administration, avec effet immédiat. Mais je n'en avais pas encore fini. J'ai également contacté les entreprises locales où ces personnes étaient des clients réguliers, en partageant les vidéos et la documentation de leur comportement. La réponse a été rapide et décisive. L'épicerie où Marsha faisait ses courses chaque semaine a vu la vidéo et l'a bannie des lieux. Nous ne servons pas les maltraitants d'enfants, m'a simplement dit le gérant. Le restaurant où Allison aimait avoir des réunions de déjeuner avec des clients a vu ses commentaires cruels sur Nora et lui a demandé de ne pas revenir. Nous sommes un restaurant familial, a expliqué le propriétaire. Nous ne voulons pas de clients qui pensent qu'il est drôle de maltraiter des enfants. La salle de sport où Grant s'entraînait régulièrement a vu la vidéo de lui filmant l'humiliation de Nora et a annulé son abonnement. Nous avons des programmes pour enfants ici, a déclaré le gérant. Nous ne pouvons pas avoir quelqu'un autour de nous qui pense que la maltraitance d'enfants est un divertissement. Le salon de coiffure où Clark était une cliente régulière a vu la preuve de sa fraude à l'assurance et a refusé de la servir davantage. Nous ne voulons pas de clients qui sont des criminels, m'a dit le propriétaire sans détour. Même leurs voisins ont commencé à se retourner contre eux au fur et à mesure que la nouvelle se répandait dans la communauté. Je me suis assuré que des copies des vidéos et des preuves étaient partagées dans les groupes Facebook locaux et les forums de quartier. Bientôt, tout le monde en ville savait exactement à quel genre de personnes ils avaient affaire. Les parents ont commencé à avertir leurs enfants de rester à l'écart de Chloé, la fille d'Allison, car ils ne voulaient pas que leurs enfants soient exposés à l'influence toxique de cette famille. Chloé a commencé à rentrer de l'école en pleurant parce que d'autres enfants l'évitaient et qualifiaient sa famille de méchantes gens. Les voisins de Marsha ont cessé de l'inviter aux fêtes de quartier et aux rassemblements de voisinage. Les amis d'Allison ont commencé à annuler les déjeuners et les plans sociaux. Grant s'est retrouvé isolé au travail lorsque ses collègues ont appris son comportement. Les copains de boisson de Ronald ont commencé à l'éviter lorsqu'ils ont appris son évasion de pension alimentaire pour enfants et sa participation à la maltraitance de Nora. L'isolement social a été rapide et complet. Ces personnes s'étaient rendues parias dans leur propre communauté, et c'était entièrement de leur faute. Pendant ce temps, Nora commençait à guérir avec l'aide du docteur Williams et la certitude que les personnes qui l'avaient blessée subissaient des conséquences. Elle était fière que sa maman se soit dressée contre les intimidateurs et se soit assurée qu'ils ne pourraient plus blesser d'autres enfants. Maman, dit-elle un jour alors que nous prenions notre petit déjeuner, j'ai vu aux nouvelles que grand-mère Marsha avait eu des problèmes avec la police. Est-ce que cela signifie qu'elle ne peut plus blesser de petits enfants? J'ai souri et les serré dans mes bras. C'est exact, ma chérie. Elle subit les conséquences de ce qu'elle a fait, et elle ne pourra plus blesser personne d'autre. Nora a hoché la tête solennellement. Bien. J'espère qu'elle apprendra à être gentille. Mais le meilleur restait à venir. Les enquêtes criminelles que j'avais lancées commençaient à porter leurs fruits, et ces personnes étaient sur le point d'apprendre que leur moment de cruauté allait tout leur coûter. Marsha a été la première à être arrêtée. Des agents fédéraux se sont présentés à sa maison à 6 heures du matin un mardi matin avec un mandat pour fraude à l'invalidité. Les médias locaux ont couvert l'histoire, et la vidéo de son arrestation menottée a été largement partagée sur les réseaux sociaux, les mêmes réseaux sociaux où elle riait de l'humiliation de Nora quelques semaines auparavant. La Social Security Administration a exigé le remboursement immédiat de plus de 80 000 $ de prestations frauduleuses, plus les pénalités et les intérêts. La maison de Marsha a été saisie pour couvrir la dette, et elle faisait face à des accusations fédérales qui pourraient entraîner une peine de prison de 5 ans. Les problèmes fiscaux d'Allison ont été les suivants. L'IRS a mené un audit complet de ses déclarations remontant à 7 ans et a constaté plus de 200 000 $ de revenus non déclarés et de fausses déductions. Elle devait des impôts, des pénalités et des intérêts totalisant près de 400 000 $. Ses comptes bancaires ont été gelés et des privilèges ont été placés sur tous ses biens. Le stress de l'enquête et des poursuites imminentes a incité le mari d'Allison à demander le divorce. Il voulait protéger ses propres biens de ses problèmes juridiques, et il a été dégoûté quand il a appris toute l'étendue de sa fraude. Chloé, quant à elle, avait des problèmes de comportement à l'école à mesure que l'enquête devenait publique.
Les opérations de jeu et de drogue de Grant ont été interrompues lors d'une descente coordonnée. La police a saisi plus de 50 000 $ en espèces, en drogue et en matériel de jeu à son domicile. Il a été accusé de plusieurs crimes graves et risquait de lourdes peines de prison. Sa femme l'a quitté, emmenant leurs enfants, et il a perdu son emploi lorsque son employeur a appris les accusations criminelles. Les problèmes de pension alimentaire pour enfants de Ronald l'ont finalement rattrapé. Il a été arrêté pour outrage au tribunal et pour devoir plus de 150 000 $ de pension alimentaire à ses deux ex-partenaires. Ses salaires ont été saisis au taux maximum, ses remboursements d'impôts ont été saisis et son permis de conduire a été suspendu. Il a fini par perdre sa maison et a dû emménager chez sa mère âgée. Le stratagème de fraude à l'assurance de Clark s'est effondré de façon spectaculaire. Elle a été accusée de plusieurs chefs de fraude auprès de 4 compagnies d'assurance différentes, totalisant plus de 300 000 $ de fausses réclamations. Toutes ces polices ont été annulées, et elle a été placée dans une base de données de fraude à l'échelle de l'industrie qui l'empêcherait d'obtenir une assurance n'importe où. Elle a également fait face à des paiements de restitution et à une peine de prison potentielle. Mais les accusations criminelles n'étaient que le début. J'avais également intenté des poursuites civiles contre chacun d'eux pour leur rôle dans l'agression et l'humiliation de Nora, et ces affaires se poursuivraient après la conclusion des procès criminels afin d'éviter toute complication avec les poursuites. Le premier procès civil a été intenté contre Marsha. Le jury a visionné les vidéos de son déchirement de la robe de Nora, et il a entendu le témoignage du docteur Williams sur les dommages psychologiques que Nora avait subis. Le jury était visiblement dégoûté par le comportement de Marsha, et il a accordé à Nora 500 000 $ de dommages-intérêts. Marsha a tenté de prétendre qu'elle ne pouvait pas payer en raison de ses autres problèmes juridiques, mais le tribunal lui a ordonné de vendre ses actifs restants, y compris ses comptes de retraite et ses polices d'assurance vie, pour payer le jugement. Le procès d'Allison a été le suivant. À ce stade, elle était confrontée à la faillite en raison de ses problèmes fiscaux, mais cela n'a pas empêché le jury d'accorder à Nora 300 000 $ de dommages-intérêts supplémentaires. La maison d'Allison a été vendue pour payer le jugement, et elle et Chloé ont dû déménager dans un minuscule appartement. Les autres membres de la famille ont chacun fait face à leur propre procès civil, et chacun d'eux a abouti à des jugements importants contre eux. Grant devait 250 000 $, Ronald devait 200 000 $ et Clark devait 225 000 $. Aucun d'eux ne pouvait se permettre de payer, ce qui signifiait que leur salaire serait saisi pendant des décennies à venir. La réponse de la communauté a peut-être été la partie la plus satisfaisante de toute cette épreuve. Une fois que les vidéos sont devenues virales et que toute l'histoire a été révélée, ces personnes sont devenues des parias dans leur propre ville. Les parents ne laissaient pas leurs enfants jouer avec Chloé. Allison ne pouvait pas se montrer aux événements scolaires. Les voisins de Marsha l'évitaient dans la rue. Les entreprises locales ont refusé de les servir. L'épicerie où Marsha avait travaillé à temps partiel l'a renvoyée. Le restaurant où Allison aimait manger avec ses amis lui a demandé de ne pas revenir. La salle de sport de Grant a révoqué son abonnement. Le salon de coiffure de Ronald lui a dit de trouver un autre endroit pour se faire couper les cheveux. Ils étaient devenus le visage de la maltraitance d'enfants dans notre communauté, et personne ne voulait être associé à eux. Le meilleur a été de les regarder essayer de justifier leur comportement sur les réseaux sociaux. Marsha a publié de longs discours sur le fait qu'elle était la vraie victime et que j'étais vindicative et cruelle de poursuivre une action en justice. Allison a affirmé qu'elle essayait juste d'apprendre à Nora une leçon sur le partage et que je réagissais de manière excessive. Mais le public n'y croyait pas. Chaque publication qu'il faisait était inondée de commentaires condamnant leur comportement. Les gens ont partagé les vidéos de l'humiliation de Nora aux côtés de photos de leur arrestation, créant une image claire de la justice qui était rendue. Pendant ce temps, Nora guérissait avec l'aide de la thérapie et la certitude que les personnes qui l'avaient blessée subissaient les conséquences de leurs actes. Elle était fière que sa maman se soit dressée contre les méchants et se soit assurée qu'ils ne pourraient plus blesser d'autres enfants. « Maman, dit-elle un jour alors que nous déjeunions, je suis contente que tu les aies obligés à s'excuser pour ce qu'ils ont fait. » J'ai souri et les serré fort dans mes bras. Ils ne se sont pas contentés de s'excuser, ma chérie. Ils paient pour ce qu'ils ont fait, et ils vont continuer à payer pendant très longtemps. Les batailles juridiques ont duré près de 3 ans. Marsha a finalement plaidé coupable de fraude fédérale à l'invalidité et a été condamnée à 30 mois de prison fédérale. Elle a également dû rembourser tout l'argent qu'elle avait volé, plus les pénalités et les intérêts totalisant plus de 250 000 $. L'affaire fiscale d'Allison a abouti à des accusations criminelles pour évasion fiscale. Elle a plaidé coupable et a été condamnée à 24 mois de prison fédérale et à 5 ans de probation.
Sa vie financière a été complètement détruite, et elle a perdu la garde de Chloé au profit de son ex-mari, qui ne voulait rien avoir à faire avec les problèmes juridiques d'Allison. Grant a été condamné à 4 ans de prison d'État pour ses opérations de jeu et de drogue. Sa femme a divorcé et a déménagé à l'autre bout du pays avec leurs enfants. Il a tout perdu et allait devoir repartir de zéro à sa sortie de prison. Ronald a été condamné à 18 mois de prison pour outrage au tribunal et fraude aux allocations, et ses obligations de pension alimentaire pour enfants l'ont suivi partout. Il ne pouvait pas obtenir un emploi décent en raison de son casier judiciaire, et la majeure partie de ses revenus servait à rembourser la pension alimentaire. Il a fini par vivre dans un studio et à occuper des emplois au salaire minimum. Clark a été condamné à 2 ans de prison d'État et a été condamné à verser une restitution complète aux compagnies d'assurance qu'elle avait fraudées, totalisant plus de 380 000 $. Elle a perdu sa maison, sa voiture et sa réputation. À sa sortie de prison, elle a dû emménager chez des proches dans un autre État parce qu'elle ne pouvait pas trouver de logement ou d'emploi dans notre ville. Après la conclusion de toutes les affaires criminelles, les poursuites civiles ont été engagées. Les dommages-intérêts pour détresse émotionnelle à eux seuls étaient importants, et mon avocat était convaincu que nous obtiendrions des jugements importants contre tous. Le premier procès civil a été intenté contre Marsha. Le jury a visionné les vidéos de son déchirement de la robe de Nora et a entendu le témoignage du docteur Williams sur les dommages psychologiques que Nora avait subis. Le jury était visiblement dégoûté par le comportement de Marsha, et il a accordé à Nora 500 000 $ de dommages-intérêts. Marsha a tenté de prétendre qu'elle ne pouvait pas payer en raison de ses autres problèmes juridiques, mais le tribunal lui a ordonné de liquider ses actifs restants, y compris ses comptes de retraite et ses polices d'assurance vie, pour payer le jugement. Le procès d'Allison a été le suivant. À ce stade, elle était confrontée à la faillite en raison de ses problèmes fiscaux, mais cela n'a pas empêché le jury d'accorder à Nora 300 000 $ de dommages-intérêts supplémentaires. La maison d'Allison a été vendue pour payer le jugement, et elle et Chloé ont dû déménager dans un minuscule appartement. Les autres membres de la famille ont chacun fait face à leur propre procès civil, et chacun d'eux a abouti à des jugements importants contre eux. Grant devait 250 000 $, Ronald devait 200 000 $ et Clark devait 225 000 $. Aucun d'eux ne pouvait se permettre de payer, ce qui signifiait que leur salaire serait saisi pendant des décennies à venir. Quant à Derek, le père de Nora, il était à la fête mais n'avait pas participé à la maltraitance. Cependant, il n'avait rien fait non plus pour l'arrêter, ce qui m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur son caractère. J'ai demandé une modification de notre accord de garde, invoquant son incapacité à protéger Nora contre la maltraitance par les membres de sa famille. Le tribunal a convenu que Derek avait manqué à son devoir de protéger Nora, et ses visites ont été limitées aux visites supervisées uniquement. Nora serait beaucoup plus en sécurité de cette façon, et elle n'aurait pas à s'inquiéter d'être exposée à nouveau à sa famille toxique. Il a fallu près de 3 ans pour résoudre complètement toute cette épreuve, mais cela en valait la peine à chaque minute et à chaque dollar que j'ai dépensé en frais juridiques. Ces gens avaient pensé qu'ils pouvaient maltraiter mon enfant et s'en tirer. Ils avaient ri en enregistrant son humiliation, pensant qu'il était amusant de traumatiser une fillette de 8 ans. Au lieu de cela, leur moment de cruauté leur avait tout coûté, leur liberté, leur argent, leur maison, leur réputation, leurs relations et leur avenir. Ils passeraient des années, peut-être des décennies, à payer pour ce qu'ils avaient fait à Nora. Nora a maintenant 11 ans et elle s'épanouit. Elle est confiante, heureuse et sait que sa maman la protégera toujours des personnes qui essaient de lui faire du mal. Elle a appris que les actions ont des conséquences et qu'il est juste de s'opposer aux intimidateurs, même quand c'est difficile. Elle a toujours cette force intérieure qui lui a permis de refuser poliment de rendre sa robe ce jour-là, mais elle a maintenant aussi la sécurité de savoir que les adultes dans sa vie se battront pour elle quand elle aura besoin d'eux aussi. Quant à moi, j'ai appris que parfois la meilleure vengeance n'est pas de se venger, c'est de s'assurer que les mauvaises personnes subissent toutes les conséquences de leurs actes. Ces gens n'ont pas seulement blessé Nora, ils étaient des criminels qui s'en tiraient avec un comportement illégal depuis des années. Mon enquête et mes actions en justice n'ont pas seulement protégé Nora, elles ont protégé d'autres victimes potentielles de leurs diverses escroqueries et stratagèmes. Chaque fois que je vois une de leurs photos d'identité judiciaire en ligne ou que je lis des articles sur leurs derniers problèmes juridiques dans le journal local, je souris et je me souviens de Nora qui tournoie dans sa belle robe lavande. Ils lui ont enlevé ce moment de joie, mais ils m'ont donné quelque chose d'encore plus précieux, la satisfaction de voir la justice rendue. Ils se croyaient si intelligents d'enregistrer l'humiliation de Nora pour leur divertissement. Au lieu de cela, ils ont créé les preuves qui ont détruit leur propre vie. Parfois,
l'univers a un sens de la justice qui est plus parfait que tout ce que nous pourrions planifier nous-mêmes. La fête d'anniversaire de Nora cette année-là a été ruinée, mais chaque anniversaire depuis lors a été une célébration non seulement de sa vie mais de notre victoire sur les personnes qui ont essayé de briser son esprit. Elle grandit en sachant qu'elle est aimée, protégée et valorisée, et c'est la meilleure vengeance de toutes.